Bonjour tout le monde. Nous nous retrouvons donc encore une fois pour ce cours de recherche opérationnelle. Nous entamons donc le troisième et dernier chapitre sur la partie programmation linéaire, intitulé Dualité en programmation linéaire. Donc, l'objectif de ce cours est de présenter cette notion de dualité, plus exactement de distinguer ce qu'on appelle une forme primale d'une forme duale d'un programme linéaire, du même programme linéaire. Donc nous allons d'abord présenter cette forme duale d'un programme linéaire sur un exemple simple, illustratif. Ensuite, nous reviendrons sur les règles principales qui permettent d'écrire un programme dual à partir d'un programme linéaire écrit sous une forme dite primale, dans le cas général. Ensuite, nous parlerons des propriétés fondamentales qui lient les deux formes, surtout en termes de résolution, c'est-à-dire comment, en quelque sorte, déduire la solution optimale de programme dual à partir de sa forme primale ou inversement, d'après, bien évidemment, les résultats théoriques. Ensuite, je dirais plutôt enfin, dans une dernière partie, nous allons voir comment appliquer cette notion de dualité pour résoudre les programmes linéaires de type minimisation qu'on n'a toujours pas abordé jusqu'ici. En effet, nous n'avons vu que les programmes linéaires de type maximisation pour lesquels on a développé la technique du simplex, mais qu'en est-il des problèmes de type minimisation? Donc nous verrons, pour des raisons de simplification, de calcul en termes de résolution, que la dualité peut servir comme moyen de résolution rapide donc d'un programme linéaire de type minimisation. Voilà donc en gros les différentes sections, je dirais, de ce chapitre. Alors, programme linéaire sous forme primale et son dual. Donc, à l'aide d'un exemple simple, je vais introduire cette notion de forme duale d'un programme linéaire et on va voir justement les relations qui existent entre cette forme primale et la forme duale correspondante. Donc prenons un exemple simple à deux variables. Donc par exemple le problème de maximisation de la fonction z égale 100x plus 120y sous un ensemble de contraintes, comme vous pouvez les constater. Donc ça c'est notre programme linéaire, je dirais de base ou d'origine. Alors le programme linéaire disponible, c'est ce qu'on va appeler la forme primale de notre programme linéaire. Et donc, comment définir ce programme dual? Alors, en effet, à tout programme linéaire, on peut toujours associer un autre programme linéaire qu'on appelle des fois le dual. Et qu'est-ce qu'ils ont de particulier, je dirais, ces deux programmes? La particularité, c'est d'abord qu'ils sont basés sur les mêmes données. Donc, les mêmes données, on les retrouve dans les deux formes des deux programmes linéaires, mais bien entendu, organisés différemment. Donc, par exemple, donc je vais le présenter directement et après, on va le commenter. Donc, voilà ce que ça donne pour, par exemple, la forme duale de notre petit exemple de programme linéaire. Donc, il s'agit d'abord d'un programme de minimisation. Remarquez déjà, j'allais dire l'opposition. Du maximum, on passe à la minimisation. D'une fonction linéaire égale 1320 fois une variable u plus 350v plus 900w, sous aussi un ensemble de contraintes. Donc là, il y en a deux au total, plus les contraintes de positivité. Voilà donc la forme duale correspondante au programme linéaire ci-dessus, écrit sous forme primale. Donc si vous regardez, je dirais, profondément ces deux formes, vous allez déjà
comme ça, je dirais à vol d'oiseau, remarquez que les deux programmes utilisent les mêmes données. Par exemple, nous avons ici 100x, 120y. Alors, quand on jette un coup d'œil au niveau du dual, on voit bien que 100 et 120 se trouvent ici. Ils se trouvent comme second membre des contraintes. La même chose, les coefficients économiques de la fonction objective de notre programme dual, ce ne sont autres que les seconds membres. La même chose, les coefficients que vous pouvez voir ici, les coefficients, ce qu'on appelle technique des fois, le 4, le 3, ici 1, 1 et 2, 3, là ils se trouvent mais répartis autrement. Parce que là nous avons, il faut bien remarquer que vous avez 3 variables, alors que là vous n'en avez que 2. Et ça, justement, c'est la caractéristique déjà principale qui lie les deux formes. Donc, déjà, pour pouvoir écrire le dual, la première chose évidemment qu'on doit se poser, mais de quelle variable j'aurai besoin pour exprimer mon dual. Alors donc là, il faut savoir qu'il y a une relation de dualité variable d'un côté et contrainte d'un autre et inversement. Donc en particulier, ici nous disposons de 3 contraintes, donc vous voyez que par contre là nous avons 3 variables. Et ici nous ne disposons que de 2 variables, alors que là nous avons 2 contraintes. Donc le nombre de variables primales vous fournit le nombre de contraintes duales et inversement, c'est-à-dire le nombre de contraintes primales vous fournit le nombre de variables duales. Donc là vous pouvez voir que à toute contrainte primale, comme vous pouvez le remarquer, je vais tout simplement associer une variable. Je vais appeler une variable duale. Donc U par exemple à la première contrainte, ensuite j'associe V pour la deuxième contrainte et j'associe W pour la troisième contrainte. Et donc on peut dire la même chose si on veut. Donc la variable X, en fait, au niveau du dual, il sera associé en quelque sorte à la première contrainte duale. Et la variable y sera associée à la deuxième contrainte duale. Donc, comme j'ai dit, il y a une dualité variable-contrainte des deux côtés. Un programme linéaire, par exemple ici, de 2 variables et 3 contraintes, nous donne un programme dual de 3 variables et 2 contraintes. Donc, retenez bien cette caractéristique principale de dualité entre les deux formes de vos programmes linéaires. Le nombre de contraintes vous donne le nombre de variables et le nombre de variables vous donne le nombre de contraintes. En particulier, je peux toujours passer à une écriture, par exemple, matricielle pour bien voir les choses. Donc voilà, j'ai décomposé ici le programme sous sa forme matricielle. Donc là, vous avez le vecteur coefficient économique fois le vecteur des variables principales, la matrice fois le couple de variables inférieur ou égal au second membre. Et la même chose, je peux faire autant pour mon programme linéaire sous format dual. Donc là aussi, nous avons le vecteur des seconds membres fois le vecteur constitué des 3 variables, la matrice des coefficients techniques de dual supérieur ou égal au second membre. Donc comme j'ai dit, là on peut le voir de manière beaucoup plus peut-être claire. Donc si je regarde le vecteur des coefficients économiques au niveau de la forme primale, donc il se trouve que ce vecteur-là n'est autre que le vecteur des seconds membres de nos contraintes au niveau de la format, au niveau, pardon, par contre, de la forme duale. Alors, la même chose, si je regarde le second membre de mes contraintes primales, le second membre n'est autre que le vecteur des coefficients économiques, mais au niveau du dual. Le même vecteur, donc on le trouve ici, évidemment, en horizontal. Alors, maintenant, la matrice des coefficients techniques de votre système primal, et bien, si vous regardez au niveau du dual, si vous comparez les deux, vous voyez bien que les lignes qui étaient au niveau du primal se transforment en colonnes. Et là, en fait, c'est ce qu'on appelle la matrice transposée, tout simplement. La matrice des coefficients techniques du dual n'est autre que la matrice transposée
que la transposée de la matrice des coefficients techniques au niveau du primal. Voilà, donc sur ce petit exemple, je dirais détailler les règles d'écriture ou de passage à un dual à partir d'un primal donné. Alors évidemment, d'une manière générale, si on a un programme linéaire, par exemple, de type maximisation d'une fonction économique z égale la transposée c fois x sous ax inférieur à bx positif, ça c'est le format primal, on peut toujours lui écrire donc sa forme duale. Alors évidemment, si vous avez un maximum, là vous aurez à minimiser d'une fonction économique. Le vecteur des seconds membres, donc là on le trouve en transposé, fois un vecteur u. Un vecteur u, attention, u ici c'est plusieurs variables duales bien entendu, et sous soit un ensemble de contraintes qui peuvent facilement s'écrire sous la forme, donc on passe de la matrice du dual à sa transposée fois le vecteur des variables duales supérieur ou égal à c. Évidemment, l'inégalité n'est pas toujours, ne va pas être les mêmes, avec évidemment la variable u positive. Donc là je me place dans le cas classique où évidemment toutes les variables, par exemple ici, sont positives et où vous avez des contraintes qui ne sont que de type inférieur ou égal. Donc on peut voir que pour ce type de programme linéaire, l'écriture de dual aussi se transforme en des contraintes qui sont toutes de type supérieur ou égal avec des variables positives. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Donc on peut évidemment se poser la question, qu'est-ce qu'il en est évidemment pour des programmes linéaires où nous avons aussi bien des contraintes de type inférieur ou égal, de type supérieur ou égal, pourquoi pas des contraintes de type égalité, et pourquoi pas aussi des variables qui ne sont pas forcément toutes positives, en théorie. Donc justement, on va voir un tableau qui va nous résumer toutes les règles de passage d'un primal vers un dual. Donc c'est un tableau, évidemment, qu'on peut lire dans les deux sens, ça dépend où se trouve notre primal. Donc là, je pars par exemple d'une colonne de maximisation d'une fonction économique z, et là, évidemment, une minimisation d'une fonction économique w. Donc ça veut dire si je suis en primal au niveau du maximum, le dual, il est forcément de type minimisation. Alors j'ai rajouté une ligne et on peut toujours évidemment partir d'un problème de type minimisation comme primal. Dans ce cas-là, le dual n'est autre qu'un problème de maximisation. Donc voilà un passage, je dirais, d'un primal vers un dual, que ce soit en type de maximisation ou en type de minimisation. Alors maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure en introduction, j'ai dit qu'il y a une dualité variable-contrainte. À toute contrainte primale est associée une variable duale et inversement à toute variable primale, on peut dire, est associée une contrainte duale. Et donc, pour écrire de manière, je dirais, correcte et évidemment vos contraintes, en particulier le type d'inégalité de vos contraintes et évidemment le signe de vos variables, donc on peut voir par exemple ici que si on est au niveau d'un problème de type maximisation, à toute variable positive va lui associer une contrainte, on l'a dit, au niveau de dual, au niveau d'un problème de type minimisation. Alors cette contrainte, elle est forcément de type supérieur ou égal. Par contre, si la variable est négative, la contrainte, elle est de type inférieur ou égal. Et si par contre votre variable n'a aucune restriction au niveau de si, elle peut être aussi bien positive que négative, ben là, il se trouve que la contrainte est forcément de type égalité. Donc voilà, si on part maintenant dans le sens, je dirais, gauche-droite au niveau de mon tableau. Donc ça, c'est pour l'équivalence ou la correspondance aux variables. Donc pour ce qui est des contraintes, donc on a dit qu'à toute contrainte au niveau du primal est associée une variable duale donnée. Donc là, la même chose, si on est au niveau, je rappelle toujours, d'un problème de type maximisation. Donc à toute contrainte de type inférieur ou égal, qui est le type d'inégalité le plus courant au niveau de ce type, je dirais, de problème, bah, on lui associe une variable qui est positive, au signe, au niveau de dual de type minimisation. Par contre, si la contrainte est de type supérieur ou égal, alors attention au niveau d'un problème de type maximisation, ce qui est rare, là on lui associe une variable qui est négative. Par contre, si vous avez une contrainte de type carrément égalité, là on lui associe une variable qui est sans restriction de signe.
Donc, ce tableau vous résume toutes les règles, je dirais, de passage d'un primal donné vers un dual. Alors, évidemment, si votre primal est de type maximum, donc vous le lisez, bien sûr, de gauche à droite. Si vous êtes avec comme primal un problème de type minimisation, vous le lisez plutôt, je dirais, de droite à gauche pour pouvoir écrire votre dual. Alors, illustrons ce passage par ces règles, je dirais, de passage de primal dual à l'aide d'un exemple. Prenons l'exemple suivant. Donc, nous avons un problème de minimisation pour changer un peu. Z égale 3x plus 2y plus 5z sous les trois contraintes. Mais évidemment, vous voyez, là, je peux dire, on l'a fait exprès pour évidemment utiliser toutes les règles du tableau précédent. Donc la première contrainte elle est de type supérieur égal, la deuxième est de type inférieur égal, la dernière de type égalité. La même chose pour les variables. On a pris une variable positive, une variable négative et une variable, j'ai mis ici à partie arrière, ça veut dire une variable qui n'est pas astreinte à un signe donné. Alors on va l'écrire d'abord matriciellement. Donc matriciellement, voilà ce que ça donne. Vous avez ici le vecteur des coefficients économiques au niveau de la fonction z. Vous avez la matrice de notre programme linéaire et nous avons ici les trois types de contraintes avec le second membre. Donc pour écrire le dual de ce programme linéaire, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va évidemment associer à chaque contrainte une variable. Donc je sais déjà que au niveau de mon dual, je vais avoir exactement trois variables puisque en fait je n'ai que trois contraintes au niveau de mon primal. Donc je peux toujours appeler ça UVW. Donc ensuite, comme je suis, alors attention, je suis avec un problème de type minimisation, donc le dual est forcément de type maximisation d'une fonction économique que je vais appeler Z' ou W comme on l'appelle. Alors ensuite, les coefficients de ma fonction économique, ça va être quoi? Ça va être évidemment ce vecteur-là, le vecteur des seconds membres. Ensuite, je vais utiliser la transposée de ma matrice comme matrice de coefficients techniques de mon dual. Et évidemment, après, je vais utiliser les règles pour voir est-ce que je vais garder ces types d'inégalités ou je vais avoir évidemment d'autres types d'inégalités. Voilà en fait le dual correspondant donc à notre petit exemple. Donc vous voyez, je passe de min à max. En fait, il suffit, hein, je n'ai pas la possibilité de mettre le tableau en même temps, mais voilà, donc déjà, le min, on passe au maximum. Donc là, j'ai appelé ma fonction économique W. Voilà mon vecteur UVW. Donc ce que j'ai ici, évidemment, vous voyez, vous le retrouvez ici, ce que vous avez ici, en fait, 325, en fait, on le trouve ici. C'est les seconds membres de nos contraintes. Par contre, les seconds, vous voyez bien ici, vous avez les seconds membres au niveau du primal. Là, ça devient le vecteur de coefficients économiques. Ensuite, la matrice que vous avez là, la matrice des coefficients, la matrice des coefficients techniques, il suffit de la transposer, c'est-à-dire les lignes que vous avez là, vous les transformez en colonne 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, que vous multipliez par votre vecteur évidemment des variables duales. Et voilà, ensuite, maintenant pour évidemment les types d'inégalités. Donc regardons bien. Pour connaître le type d'inégalité au niveau du dual, qu'est-ce qu'il faut faire? On a dit qu'on doit évidemment se baser sur le signe des variables primales. Donc vous voyez là par exemple la première variable x elle est positive et nous sommes au niveau d'un problème de type minimisation. Donc ça se traduit au niveau du dual, on a dit par une contrainte de quel type? Par une contrainte de type, nous sera au niveau d'un problème de type maximisation, par une contrainte de type inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Alors attention, le tableau précédent, il faut le lire de droite à gauche maintenant. Si je regarde la deuxième variable, je vois qu'elle est négative.
Donc, il se traduit dans un problème toujours de type minimisation. Donc, il va se traduire par une contrainte de type supérieur ou égal cette fois-ci au niveau d'un problème de type maximisation. Par contre, vous avez ici la dernière variable qui n'est pas astreinte à un signe donné. Donc, on a dit qu'en fait, ça se traduit par une contrainte de type égalité. Voilà, ça va se traduire par cette égalité. Voilà donc pour le type d'inégalité des trois contraintes qu'on va avoir au niveau du programme dual. Alors maintenant, je ne l'ai pas écrit ici, mais qu'est-ce qu'il en est des variables U et V? U et V, est-ce que U et V, UV et W, quel est leur signe? Alors pour connaître le signe donc de la première variable, il va falloir revenir au niveau de la contrainte. Le type de contrainte au niveau de la forme primale vous donne le signe. Donc là, vous avez quoi? Vous avez une contrainte qui est de type supérieur ou égal au niveau d'un problème de type minimisation. Alors là, ça se traduit, si vous regardez le tableau, tout simplement par une variable qui est positive. Pour la deuxième contrainte, vous regardez qu'en fait, c'est une contrainte de type inférieur ou égal au niveau d'un problème minimisation. Alors là, ça se traduit plutôt par une variable qui est négative. Par contre, je remarque que la dernière contrainte, c'est égal. Donc, on a dit à toute contrainte de type égalité est équivalent une variable qui n'est pas astreinte à un signe. Bon, je vais dire, comme on travaille avec des variables réelles, c'est une variable qui est dans R tout entier, peu importe son signe, il peut aussi bien être positive que négative. Donc, voilà votre programme linéaire écrit, je dirais, sous la forme habituelle, la forme canonique, donc maximum de 17U plus 24V plus 51W, sous les trois contraintes, évidemment, là je ne fais que multiplier ma matrice par mes vecteurs et en utilisant les trois types d'inégalités avec, évidemment, les types ou plutôt les signes de mes différentes variables duales. Voilà donc exprimé, ou plutôt détaillé un peu la démarche d'écriture d'un dual à partir d'un primal. Donc là, on est parti plutôt d'un exemple de type minimisation vers un exemple de type maximisation. Donc c'est quelque chose de très facile, il suffit de faire de dérouler ça sur quelques exemples et vous allez voir que ça rentre assez vite. Vous gardez le tableau quand même, le tableau de correspondance sous l'œil pendant les premiers exercices. Voilà, donc vous voyez bien qu'on peut justement associer à tout programme linéaire, peu importe son type, de type minimisation, de type maximisation, un autre programme linéaire qu'on appelle évidemment le dual du programme linéaire d'origine, le programme linéaire primal, et évidemment avec, je dirais, des répartitions des données qui est différente selon les règles qu'on vient de voir. Donc, rappelez surtout qu'il y a une dualité toujours variable-duale. À toute variable primale, j'assume une contrainte duale et inversement. Bien, maintenant, on va s'intéresser justement à ces deux programmes linéaires. Nous avons un programme linéaire, par exemple, de type maximisation, sous une forme primale, auquel j'associe un programme linéaire sous une format dual, qui sera forcément de type minimisation, ou inversement. Donc, si vous partez d'un problème de type minimisation, vous aurez un problème de type maximisation. Alors, ce qu'on va essayer ici de résumer de manière très succincte, évidemment sans verser, je dirais, dans la théorie, dans les théorèmes mathématiques. Toute la théorie, en fait, elle a été résumée sous forme de trois propriétés qu'on a appelées ici des propriétés fondamentales qui nous permettent de voir le lien qui existe entre les deux formes, la forme primale et la forme duale, mais à l'optimum. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier entre les deux solutions, en quelque sorte optimales, la solution du dual et la solution du primal. Autrement dit, comment, par exemple, déduire facilement la solution optimale du dual à partir de celle obtenue au niveau du primal ou inversement.
Alors, la première propriété fondamentale dit la chose suivante. Il a été démontré d'ailleurs que la fonction objective du programme primal a la même valeur optimale que la fonction objective du programme ou du problème duel. C'est-à-dire que, fin de compte, si on résout les deux formes séparément, et si on regarde la valeur de la fonction économique, il s'avère que que les deux fonctions économiques à l'optimum auront la même valeur. Ce que je vais exprimer par l'écriture suivante. Si j'appelle Z, par exemple, la fonction économique, la fonction économique de l'un, et W la fonction économique de l'autre, si je suppose ça c'est le primal et ça c'est le dual. Donc à l'optimum, la valeur Z de Z est égale à la valeur de W, ce que je notais ici, Z indice optimal égale W optimal. Donc voilà, c'est déjà une propriété forte. Donc une fois que j'ai résolu là, j'ai déjà une idée sur la valeur optimale de la fonction économique, je dirais, de l'autre forme. Bon, ça c'est bien, mais la question c'est comment est-ce que la solution, donc c'est bien d'avoir une idée sur la valeur de l'objectif, mais ça serait aussi intéressant d'avoir la solution elle-même, c'est-à-dire les valeurs optimales des variables, duales ou à partir des primales, et inversement. Alors la deuxième propriété, on va l'énoncer ainsi, si pour une solution d'un programme linéaire, une contrainte n'est pas saturée, alors la valeur optimale de la variable duale correspondante est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, ça veut dire si vous avez résolu un programme linéaire donné, vous l'avez résolu jusqu'au bout, vous avez obtenu la solution optimale. Évidemment, quand vous faites la résolution, rappelez-vous la résolution par la méthode du simplex, on s'intéresse surtout aux contraintes. Et alors, surtout aux contraintes qui ne sont pas saturées. Et ça, on avait déjà défini ce que c'est qu'une contrainte saturée. Une contrainte saturée d'une contrainte non saturée. Une contrainte qui n'est pas saturée, ça veut dire que c'est une contrainte que, en remplaçant, une fois les variables sont remplacées par les valeurs optimales obtenues, et bien l'inégalité persiste, par exemple. Donc pas sur l'égalité entre les deux membres de la contrainte correspondante. Et on avait, rappelez-vous, donc on peut facilement savoir si une contrainte est saturée ou pas, c'est à partir de la variable d'écart correspondante. Si à l'optimum la variable d'écart est nulle, ça veut dire que la contrainte est saturée. Si la variable d'écart n'est pas nulle, ça veut dire que la contrainte n'est pas saturée. Donc là, un moyen évidemment, c'est évidemment de voir les valeurs des variables d'écart à l'optimum. Donc c'est pourquoi je vais résumer en fait toute cette propriété par l'écriture suivante. Pour une contrainte I, la variable d'écart EI, je mets une petite étoile ici pour dire, ça veut dire à l'optimum, hein, une fois qu'on aura terminé la résolution. Donc si une variable d'écart est non nulle, alors qu'est-ce que ça veut dire une variable d'écart à l'optimum non nulle? Ça veut dire que la contrainte correspondante n'est pas saturée. Alors que dit notre propriété, qui résulte bien sûr forcément d'un résultat théorique, d'un théorème, ben, il nous dit que forcément la variable correspondante, par exemple la variable duale que je vais noter x indice i, elle est forcément égale à 0. Elle est nulle. Donc vous voyez, c'est déjà un résultat intéressant, parce qu'une fois qu'on aura résolu un programme linéaire, on a accès évidemment aux valeurs des variables d'écart à l'optimum. Donc et on va regarder surtout les variables d'écart qui sont non nulles. Donc pour toutes les contraintes pour lesquelles les variables d'écart correspondantes sont non nulles, on peut facilement déduire que les variables correspondantes de l'autre côté, c'est-à-dire du programme dual, est égale à 0. Alors donc, attention, là, on dit que la réciproque est fausse. Qu'est-ce que ça veut dire la réciproque est fausse? La réciproque de cette propriété, de cette proposition plutôt, ça veut dire si une variable est nulle, ça ne veut pas dire que la contrainte est forcément non saturée. Donc ça, c'est pas vrai. En général, c'est faux. C'est ça ce qu'on désigne par ici la mention la réciproque est fausse. Donc voilà déjà, on peut déjà avoir une idée sur la valeur optimale de certaines variables du dual à partir évidemment des contraintes non saturées du primal une fois résolues. Mais évidemment,
on imagine bien que toutes les contraintes ne seront pas forcément non saturées, sinon ça veut dire que toutes les variables sont nulles, et là ça n'a pas de sens. Donc, ou bien, on peut aussi, par contre, on peut tomber sur un cas où toutes les contraintes sont saturées, c'est-à-dire là, la règle ne sera pas du tout applicable, hein, parce qu'on aura évidemment des variables K qui sont toutes nulles. Donc, dans ce cas-là, on a quand même une troisième et dernière propriété. La propriété, c'est qui dit que si la valeur optimale d'une variable d'un programme linéaire n'est pas nulle, alors la contrainte duale est saturée. Donc ça, c'est important, n'est pas nulle. Je parle bien de variable. Si la valeur à l'optimum d'une variable, alors la contrainte, elle est saturée pour la solution optimale. Et alors ça, c'est une propriété qui va vous permettre, évidemment, quand vous allez faire la résolution de votre, par exemple, primale, vous allez obtenir une solution, un certain nombre de valeurs optimales pour vos variables, et il y aura forcément des variables qui seront non nulles. On n'aura pas toutes les variables évidemment nulles, ça n'a pas de sens. Alors donc, à toutes ces variables, en fait, cette propriété nous dit que les contraintes associées sont forcément saturées. C'est-à-dire que quand on va substituer aux variables les valeurs optimales, on va tomber sur l'égalité. Et donc, cette propriété va se traduire tout simplement par un ensemble d'équations qu'il va falloir évidemment résoudre, un ensemble d'équations qui forment un système. Donc, à partir de en appliquant, je veux dire, cette propriété, vous aurez un système à résoudre avec comme inconnu justement les valeurs optimales des variables duales. Les valeurs optimales des variables duales, un système qu'on sait résoudre, évidemment, un système linéaire d'équations qu'on sait résoudre. Donc voilà, moyennant ces trois propriétés, vous êtes sûr, évidemment, de récupérer votre solution optimale d'un dual à partir de la solution optimale du primal, ou si vous voulez, inversement aussi. Donc, si vous regardez cette propriété C, en fait, par rapport à la propriété P, il y a un lien quand même. Alors ce lien, c'est tout simplement un lien de proposition contraposée. Parce que là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez à toute contrainte non saturée est associée une variable nulle. Et là, vous avez à toute valeur optimale, donc d'une variable non nulle, vous avez une contrainte qui est non saturée. Donc, c'est ce qu'on appelle la contraposée de cette proposition. Donc, la contraposée, c'est quoi? C'est non. Donc, vous contraposez ça, c'est dans non xi égale à 0, c'est-à-dire xi différent de 0 implique ei étoile égale à 0. Donc, on peut le traduire comme ça. À une variable xj à l'optimum, c'est les non nuls. Ça veut dire que la contrainte associée au niveau de l'autre forme du programme linéaire est forcément saturée, c'est-à-dire la variable d'écart associée est égale à 0. Voilà donc pour les propriétés fondamentales qui nous permettent de relier les solutions optimales des deux formes, la forme primale et la forme duale. Alors, comme j'ai dit, en dernier lieu, on va justement utiliser cette notion de dualité pour résoudre les problèmes du type minimisation. Mais auparavant, quand même, une petite remarque s'impose. Vous allez me dire, est-ce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de type minimisation en utilisant la méthode du simplex de manière directe? Eh bien, la réponse est oui, on peut toujours le faire. Pourquoi pas? Sauf que, évidemment, les critères vont être changés, puisque, en fait, par exemple, rappelez-vous les critères de Dantzig. Le premier critère, c'est le choix de la variable entrante. Donc là, on choisissait la variable de plus grand coefficient positif. Là, évidemment, ça sera plutôt le contraire, puisqu'on minimise. Donc là, on aura intérêt à choisir la variable de plus petit coefficient, parce qu'on minimise la valeur de l'objectif. Par contre, au niveau du deuxième critère, le critère de choix de la variable sortante, là, il n'y a aucun changement. Donc, c'est le même principe. Rappelez-vous le principe, justement, de ce choix de variable sortante. On faisait le rapport des second membres avec la colonne, avec les valeurs de la colonne de la variable entrante, et on retenait la variable de plus petit rapport positif. Par contre, pour ce qui est des critères d'arrêt,
Alors, les critères d'arrêt, je vous rappelle, pour ce qui est des problèmes de maximisation, on avait dit que tant que les coefficients au niveau de la ligne, la dernière ligne, au niveau des tables simplex, la dernière ligne correspondant à la fonction économique sont positifs, on continuait à faire les calculs. On arrête une fois que tous les coefficients sont négatifs. Et bien là, le problème change. Là, en fait, au contraire, on va arrêter une fois que les coefficients sont tous positifs. Voilà pour ce qui est justement de changement au niveau des critères de Dantzig au niveau de l'application directe de la méthode du simplex. Alors le problème ici, par contre, qui peut se poser, si vous appliquez directement le problème, la méthode du simplex, c'est le calcul de la solution optique, la solution de base, de départ. Parce que, attention, dans un problème d'optimisation, vous aurez énormément de contraintes de type supérieur ou égal. Et rappelez-vous que la solution rapide évidente, qui est la solution correspondant à l'origine, ne peut pas, évidemment, être retenue ici comme solution initiale. Et donc, ça veut dire, là, bon, on peut toujours utiliser la méthode du grand thème. Sauf que là, hein, si vous utilisez cette méthode, évidemment, vous aurez énormément de calculs. Parce que vous aurez autant de variables artificielles à ajouter que vous avez des variables, des contraintes de type supérieur ou égal, par exemple. Et évidemment, ça va nécessiter un peu de calcul. C'est pourquoi on va voir qu'il y a quand même un moyen de contourner, évidemment, tous ces calculs fastidieux. C'est en recourant justement à la résolution du dual, d'un problème de type minimisation, et de déduire la solution justement de notre problème en utilisant les propriétés fondamentales qui relient le primal et le dual. Donc, voilà la démarche. À partir de la forme canonique du problème minimisé, on va écrire le dual, c'est-à-dire un problème de type maximisation, forcément. Ensuite, on va résoudre le programme dual par la méthode simplex, parce qu'on a appris à faire ça dans le chapitre numéro 2, en utilisant la méthode des tableaux. Ensuite, on va utiliser les propriétés fondamentales qui relient la résolution des deux programmes. Donc, on a vu que la première propriété, le maximum du dual, ce n'est autre que le minimum qui est recherché au niveau de notre programme d'origine, programme de minimisation. Et ensuite, on va rechercher par application des deux propriétés qu'on a notées B et C précédemment. D'une part, on va regarder les contraintes du dual qui sont non saturées par la solution trouvée. Donc, rappelez-vous, la propriété B dit que pas toute contrainte non saturée, on associe une variable qui est nulle. Donc, on va déduire rapidement que la variable du primaire correspondant à chaque contrainte non saturée est égale à 0. Ça, c'est dans la mesure où il y a des contraintes qui sont non saturées. Par contre, on peut aussi utiliser évidemment l'autre propriété qui dit qu'à toute variable non nulle, on associe une contrainte saturée. Donc, d'autre part, le système à résoudre à partir des contraintes du primal qui sont obligatoirement saturées, qui correspondent justement aux variables optimales du dual non nul. Et donc, le système qu'on va résoudre va nous permettre de compléter, évidemment, le calcul de nos variables, primales, optimales, dans ce cas-là. Alors, la meilleure chose, c'est évidemment d'utiliser un exemple pour illustrer, évidemment, toute la démarche. Alors, prenons l'exemple suivant. Voilà un problème de minimisation à deux variables seulement, hein, et trois contraintes, 5a plus 10b, 4a plus 3b, et a plus supérieur ou égal à 3. Donc vous voyez déjà là, j'ai que des contraintes de type supérieur ou égal. Donc si je passe à la forme standard, je dois faire moins E1, moins E2, moins E3, et si je veux appliquer directement la méthode, je dois ajouter trois variables artificielles. Et alors, bonjour, les calculs. Donc là, par contre, on va voir comment, au contraire, passer par la résolution du dual. Donc le dual, là attention, donc là j'ai trois contraintes, donc je vais avoir trois variables, et j'ai deux variables, je ne vais avoir que deux contraintes au niveau de mon dual. Donc facilement on peut voir le dual suivant. Donc d'abord c'est une maximisation, parce qu'en fait là vous avez une minimisation. Donc une fonction économique z', j'appelle x, y et z, donc là évidemment, puisque j'ai trois contraintes, je vais leur associer, 3, donc le x c'est pour la première contrainte, le y c'est pour la deuxième contrainte et le z c'est pour la troisième contrainte. Donc les coefficients 90, 48, 3 sont les coefficients économiques et le 2 et le 3 qui sont coefficients économiques ici seront 2 et 3 qui sont les seconds membres. Alors là par contre le problème ne se pose pas
Là, nous avons que des contraintes qui sont supérieures ou égales. Donc là, les variables seront toutes positives. Et là, les variables sont toutes positives. Les contraintes seront toutes de type inférieur ou égal 1. Donc voilà notre dual qu'on peut aussi écrire sous sa forme standard. Donc max de z' 90 plus 48y plus 3z. Nous avons rajouté deux contraintes, E1 et E2. Et on peut facilement déduire là la solution de base. Donc en annulant les variables principales x, y, il va nous rester E1 égale à 2, E2 égale à 3. Et donc c'est déjà une solution qui va nous permettre de résoudre ce dual. Voilà la solution de base initiale. Et pour cette solution, la valeur de l'objectif est nulle évidemment. Z' est égal à 0. Donc écriture de dual. Maintenant, résolution, on va résoudre justement ce dual, c'est-à-dire le problème de type maximisation en utilisant les tableaux simplex. Alors voilà le premier tableau. Donc là, je suppose que vous avez bien fait suffisamment d'exercices pour, je dirais, maîtriser l'utilisation de ces tableaux et surtout le passage d'un tableau à un autre. Donc là, vous voyez, nous avons construit donc le premier tableau qui est tout simplement le tableau qui correspond à la solution en cours. La solution en cours, c'est quoi? C'est E1 égale à 2 et c'est E2 égale à 3. Et évidemment, les autres variables qui sont x, y et z sont des variables qui sont nulles. Donc, je rappelle le principe ou les critères de Lonzi, donc choix de la variable entrante, entre 90 et 48 et 3, évidemment le choix est vite fait, c'est 90. Et qu'est-ce que je fais? Je fais les rapports 2 divisé par 5, c'est 0,4, et 3 divisé par 10, c'est 0,3. Le plus petit rapport, c'est 0,3. Donc la variable sortante, c'est E2, et le pivot, c'est 10. Voilà, donc une fois qu'on a choisi le pivot, qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer à l'opération de pivotage. L'opération de pivotage qui consiste à transformer la colonne du pivot en une colonne unitaire, évidemment, en se basant sur le pivot. Donc déjà 10, ici on a dit qu'on va transformer tout ça en 1, on va diviser toute la ligne par 10, et après on va essayer d'annuler le 5 et le 90 par des opérations élémentaires suivant les lignes. Voilà ce qu'on obtient. On obtient bien, vous voyez, j'ai transformé toute la colonne, le 1 il est là, le pivot, une fois transformé en 1. Donc vous voyez bien qu'on est passé à 0-27, c'est-à-dire qu'en fait la valeur plutôt, la vraie valeur c'est 27. Donc vous voyez qu'on a, je dirais, amélioré la valeur de l'objectif, ici la fonction z'. Mais on remarque que nous avons toujours des coefficients qui sont positifs, 21 et 3, ça veut dire que la solution n'est toujours pas optimale. Donc nouvelle variable entrante c'est y. Ensuite je divise 1 demi par 5 demi, ça fait 1 cinquième, et 3 dixièmes par 3 dixièmes, ça fait 1. Donc le plus petit rapport, c'est celui-là, c'est 1 demi sur 5 demi, c'est-à-dire 1 cinquième. Donc la variable sortante, c'est E1, et le nouveau pivot, c'est 5 demi. Et donc de la même manière, donc, je vais multiplier toute la ligne par 2 cinquièmes pour avoir 1, et je vais annuler toute la colonne. Par la suite, le 3 dixièmes, et évidemment la valeur 21, ce qui me donne le tableau suivant après pivotage. Voilà, donc tant mieux, c'est le dernier tableau, donc on peut facilement voir qu'on est à la dernière étape en regardant la dernière ligne. La dernière ligne ici de Z', 0, 0, moins 27 cinquième, moins 42, moins 24, tous les coefficients sont négatifs, donc ça veut dire qu'une solution optimale a été trouvée, et cette solution, en fait, ce n'est autre que x est égal à 6 sur 25, y qui est là est égal à 1 cinquième, et évidemment la valeur de l'objectif, en enlevant le signe moins, ce n'est autre que 31,20. Voilà la solution, attention, de dual. C'est la solution de dual. Alors, rappelez-vous, nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt la solution du primal. Donc la question maintenant, c'est comment, évidemment, déduire la solution, c'est-à-dire la valeur de, rappelez-vous, les variables, ça s'appelait A et B, à partir, évidem'ment, de cette solution. Donc, on va appliquer tout simplement les propriétés fondamentales, à commencer par la valeur de l'objectif. Donc, la fonction ici, c'est z', et au niveau du primal, c'était grand Z. Donc, qu'est-ce que je peux dire de la valeur de z à l'optimum? Donc, la première propriété, voilà, me dit tout simplement qu'en fait, elle aura la même valeur que le z', c'est-à-dire 31,20. Alors, ensuite, la propriété
B nous dit de chercher s'il y a des contraintes qui sont non saturées. Je reviens sur mon tableau, je remarque qu'au niveau des variables de base, il y a x et y, c'est-à-dire que E1 et E2 ne figurent plus dans la base, ça veut dire qu'elles sont toutes les deux nulles. Alors, les variables d'écart sont nulles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au contraire, les contraintes sont saturées. Les deux contraintes, en fait, seront saturées par la solution optimale. Et donc, puisqu'ils sont saturés, je ne peux pas appliquer la propriété B, tout simplement. Parce que la propriété B me dit s'il y a une contrainte qui est non saturée, alors la variable associée dans l'autre programme est nulle. Or, comme ici mes deux contraintes sont saturées, d'accord, donc ça veut dire que la propriété est inapplicable. Donc il ne nous reste que la dernière propriété qui dit qu'en fait, aux variables non saturées, aux variables non nulles à l'optimum, on associe des contraintes saturées. Or, quand on a résolu, nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que les deux variables x et y, à l'optimum, ils sont non nuls. Donc, ça veut dire que les contraintes qui sont associées à ces deux variables, au niveau du dual, au niveau plutôt, parce que là, on est au niveau du dual, au niveau du primal, ils sont forcément saturés par la solution optimale de ce primal. Ça veut dire qu'en fait, on aura le système suivant. Rappelez-vous, c'était plutôt inférieur ou égal, mais ici, en fait, la propriété nous dit que à l'optimum, A et B auront des valeurs de telle façon à ce que ces deux équations, plutôt, à ce que, évidemment, les inéquations se transforment carrément en équations. On aura forcément l'égalité avec les seconds. Donc, il suffit de résoudre ce système pour déterminer la valeur de A et B à l'optimum pour justement notre programme primal. Donc, si vous faites la résolution, je ne vous apprends pas grand-chose, c'est un système simple, vous tomberez sur A égale 8,4 et B égale à 4,8. Et vous aurez ainsi obtenu la solution optimale de votre primal, je rappelle. Donc, la solution de primal, c'est quoi? C'est A égale 8,4, B égale 4,8 et Z optimal égale à 31,20. Et voilà la solution optimale de notre primal obtenue toujours suite à la résolution de son dual, qui est ici un problème, qui était ici un problème de type maximisation. Donc, évidemment, pour lequel on sait évidemment trouver une solution moyennant, par exemple, la technique de simplex. Voilà, donc comment on peut utiliser cette notion de dualité pour résoudre un problème de type minimisation. Mais je vais quand même parler d'une remarque intéressante, c'est-à-dire qu'en fait, sans, j'allais dire, utiliser de manière, je dirais, détaillée ces propriétés, on peut toujours déduire la solution même du primal à partir de la solution optimale du dual, c'est-à-dire à partir du dernier tableau obtenu. Donc, je reprends le dernier tableau au niveau duquel, évidemment, on avait obtenu la solution de dual, je rappelle bien, la dual. D'accord? Donc, x, y et z, évidemment. Donc, la solution, on avait dit x est égal à 6 sur 25, y égale à 1/5. Alors, attention, il y a même un z. Peut-être que je ne l'ai pas mentionné avant. Voilà, pardon, je vais revenir quand même. Là, il faut rajouter, bon, je ne l'ai pas mentionné, mais attention, le z, il est égal à quoi? Le z, en fait, comme il est hors base, le z est égal à 0. Voilà, le z, il est égal à 0, parce qu'il y a trois variables au niveau du primal. Au niveau du dual, pardon. Voilà. Voilà. Donc maintenant, regardez bien. Regardons bien ce tableau qui correspond à la solution optimale de notre dual et surtout, focalisons-nous sur la dernière ligne correspondant à l'objectif. La dernière ligne, c'est-à-dire ici, la ligne de Z'. Donc nous avons 0, 0 en bas au niveau de XY, nous avons moins 25e au niveau de Z, nous avons au niveau de E1, en colonne, attention, moins 42/5e, et au niveau de E2, moins 24/5e. Et bien justement, il se trouve que au signe près, je rappelle bien au signe près, c'est-à-dire si on enlève ces signes négatifs, il se trouve que la valeur des variables optimales du primal ne sont autres que les valeurs au signe près toujours correspondant aux variables d'écart au niveau du dernier tableau de résolution de dual. C'est-à-dire qu'en fait, le 42/5e en enlevant le signe n'est autre que la valeur optimale de A.
42 sur 5, c'est 8,4. C'est ce qu'on vient de voir. Et la même chose, 24 cinquièmes, c'est 4,8. C'est donc n'est autre que la valeur de B. Donc, vous voyez, la solution, vous l'avez même au niveau du tableau. Donc, il suffit de regarder en colonne l'équivalent, je dirais, des variables d'écart au niveau de la dernière ligne de l'objectif. D'enlever évidemment le signe moins. Alors, on peut se poser la question, et ce moins 27 cinquièmes, c'est quoi? Ben, il se trouve que ce 27 cinquièmes, toujours en enlevant le signe moins, n'est autre que l'excédent de la troisième contrainte. Parce qu'en fait, on a trois contraintes au niveau de notre primale. La dernière contrainte, rappelez-vous, c'était A supérieur égal à 3. Alors, si vous remplacez A par sa valeur, qui est 8,4, et si vous faites 8,4 moins le second nombre 3, vous obtenez 5,4. Or, ce 5,4 n'est autre que le 27 cinquième. Le 27 cinquième que vous avez là. Donc, en fait, la signification toujours de ce coefficient, en fait, c'est l'excédent de la troisième, de la troisième contrainte, tout simplement. Alors, pardon, évidemment, les 0 et 0 ici, donc ça, c'est évidemment x et y, ce sont évidemment les contraintes associées à ces deux variables x et y, les autres contraintes. Voilà donc pour clore, je dirais, cette notion de dualité. Je récapitule. À tout programme linéaire, on peut toujours associer un autre programme linéaire appelé programme dual qui utilise les mêmes données, mais moyennant évidemment des règles d'écriture différentes qu'on a résumées dans un tableau de correspondance. Ensuite, on connaît bien la relation qui existe entre les deux programmes en termes justement d'optimum. On peut toujours déduire la solution optimale de l'un de l'autre. Et enfin, on a vu évidemment comment appliquer ça à notre problématique de résolution, je dirais, d'un programme linéaire de type minimisation. Et comment on peut faire, je dirais, d'une pierre deux coups, c'est-à-dire en résolvant le dual, comme vous pouvez voir ici, on peut déduire rapidement la solution de notre primale. Donc voilà pour je dirais, cette présentation théorique, je dirais, de la notion de dualité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de dualité a quand même une signification, une interprétation selon évidemment le contexte, en particulier pour celui qui vous concerne, c'est le contexte économique. Et on peut résumer, je dirais, cette interprétation en termes suivants, c'est-à-dire qu'à une allocation, je dirais, à la recherche d'une allocation optimale des ressources, ce qui est en général le problème, par exemple, de type maximisation, on essaie d'allouer de manière optimale nos ressources pour maximiser un profit, etc. On peut toujours associer un autre problème qui est plutôt un problème de tarification de ces ressources. Tarification de ces ressources, c'est-à-dire comment, par exemple, proposer un prix pour ces ressources de telle façon, par exemple, à les peut-être céder à un concurrent, par exemple. Alors justement, on verra ça, moyennant un exemple simple, on essaiera justement d'illustrer cette interprétation économique et de voir évidemment les liens qui existent entre les deux formes, la forme primale et la forme duale. Donc jusque-là, je vous souhaite une bonne continuation.